Chapitre 1. La maison de Wetherby Square. Certaines rues de Londres possèdent un calme qui frise le théâtre. Wetherby Square était l'une de ces adresses, un cercle de belles maisons géorgiennes, drapées de lierre et de silence, avec des jardins soignés et des fenêtres qui observaient comme des yeux discrets. C'était le genre d'endroit où rien ne se passait jamais, arrivé, ou du moins rien qui soit parvenu aux oreilles des journaux. Le dernier vendredi de mars, le matin se leva sous un soleil hésitant et une légère bruine qui persistait comme un visiteur hésitant à rester. Au 17 Wetherby Square, les rideaux du salon étaient encore tirés lorsque le laitier, un homme aux joues rouges et au sifflement invétéré, arriva à la grille. Il marqua une pause. Le mot de livraison habituel manquait, mais haussa les épaules et déposa les bouteilles. À l'intérieur, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Ce genre de silence qui n'arrive que lorsque quelque chose ne va vraiment pas. À midi, Madame Florence Cavendish a été retrouvée morte dans son bureau. Florence Cavendish avait été, jusqu'à récemment, la matriarche de son entourage, une riche veuve d'une 60aine d'années, aux cheveux d'argent poli et aux manières de quelqu'un ayant jadis arpenté les couloirs du pouvoir. Son défunt mari, Gerald Cavendish, avait été sous-secrétaire au ministère de la Défense, et bien que sa mort, 6 ans auparavant, fût de cause naturelle, son nom inspirait encore une vénération discrète dans certains salons et dans certaines ambassades. Florence n'avait pas d'enfant, mais elle avait un cercle de personnes à charge, toutes en orbite autour d'elle comme des satellites réticents. Il y avait sa nièce, Mademoiselle Julia Cavendish, une jeune femme sérieuse, passionnée de politique et aversion pour la frivolité. Il y avait le major Francis Darnley, cousin de son défunt mari, qui vivait au dernier étage et n'apportait guère que ses plaintes et sa connaissance encyclopédique de l'Inde coloniale. Et puis il y avait M. Alan Penrose, le conseiller juridique de Florence, et murmuraient certains, son confident. La gouvernante, Madame Leaming, était au service de Florence depuis plus de 20 ans. C'est elle qui trouva son employeur, affalé dans un fauteuil en cuir, les yeux ouverts, la main posée sur un livre fermé. Le feu s'était éteint depuis des heures. Un plateau de thé était resté intact, le journal intime que Florence gardait toujours à ses côtés. Le fin volume relié en cuir bleu marine qu'elle utilisait quotidiennement était posé sur la table à côté d'elle, ouvert sur une page blanche. Seulement, il n'y avait aucun mot écrit, ni à l'encre, ni au crayon. Pas même une empreinte là où un stylo avait pressé du papier. Juste une légère odeur de parfum et autre chose. La police a été appelée, ainsi que le docteur Elcott, le médecin de famille. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune blessure, aucun poison détecté dans la tasse, aucune trace de violence ou de résistance. Insuffisance cardiaque, dit le docteur Elcott, hésitant. Mais je ne m'y attendais pas. Elle était en pleine forme, obstinément en pleine forme. Pourtant, la police s'apprêtait à classer l'affaire comme une mort naturelle malheureuse, jusqu'à ce qu'une petite note soit trouvée sous le buvard du bureau de Florence. On pouvait y lire « Demandez à l'encre ce dont elle se souvient ». 2 jours plus tard, un Belge de petite taille, habillé avec soin, avec une tête en forme d'œuf et des chaussures en cuir verni, descendait d'un taxi devant le numéro 17. Il ne portait pas de valise, seulement une fine canne, et une expression de désapprobation polie dirigée vers le ciel couvert. Hercule Poirot avait reçu une lettre brève, non signée, et accompagnée d'une coupure de presse de la nécrologie de Cavendish. « Mademoiselle Cavendish », Poirot murmura à haute voix en ajustant ses menottes et en inspectant la maison. « Vous n'avez pas signé votre note, mais l'odeur d'intrigue politique et de secret domestique est déjà forte dans l'air. » Il a sonné. La porte fut ouverte par une jeune femme de chambre au regard inquiet. « Vous devez être Monsieur Poirot, » dit-elle. « Mademoiselle Julia vous attend au salon. » Lorsque Poirot entra, ses yeux observèrent chaque détail avec une précision mécanique. La table d'entrée polie et son petit éclat sur le pied gauche, le porte-parapluie auquel il manquait un,
l'horloge grand-père qui avançait de 5 minutes, l'odeur de cirage au citron et, faiblement, curieusement, l'encre. Dans le salon, Julia Cavendish se leva pour l'accueillir. Elle avait peut-être 28 ans, un visage anguleux et une expression qui s'adoucissait rarement. « Monsieur Poirot, » dit-elle sans préambule, « je sais que la police pense qu'il s'agit de causes naturelles, et je ne peux pas prouver le contraire. Mais je connais ma tante. Elle n'avait pas fini. Elle était prudente. Elle n'aurait pas laissé son journal non écrit. Pas la nuit qui a suivi cette dispute. » Poirot inclina la tête. « Un argument, mademoiselle ?» Avec Alan Penrose, à propos d'une histoire qu'elle refusait de coucher par écrit. Je les ai entendus dire. Si je l'écris, ça devient réel. Julia marqua une pause. Et maintenant elle est morte, et son journal est vide. Les yeux de Poirot brillèrent. Mais quelqu'un a laissé un message. Pas dans le journal, mais caché. Demandez à l'encre ce dont elle se souvient. Curieux, non? Julia hocha la tête d'un air sombre. Ce n'était pas son écriture. En effet. Alors peut-être que la clé de ce mystère ne réside pas dans ce qui a été écrit, mais dans ce qui a été censé à écrire, et à effacer, ou à ne jamais enregistrer du tout. Poirot se leva et se dirigea vers la porte du bureau. « Puis-je voir la pièce telle? » Quelle était? Elle le conduisit dans le couloir, passant devant le grand escalier dont la 3e marche grinçait faiblement. Alors qu'ils entraient dans le bureau, Poirot s'arrêta. « Ah !» murmura-t-il. La grille du foyer avait été nettoyée. Les rideaux étaient là maintenant ouverts. Le bureau rangé. Mais il désigna une tache près de l'encrier. Non pas d'encre, mais d'huile. Juste un point. Presque invisible. Il regarda le journal vierge posé sur la table, l'ouvrit et renifla le papier. « Étrange, » murmura-t-il. L'odeur de la lavande et quelque chose d'amer, comme des amandes. Il se tourna vers Julia. « Ta tante avait des ennemis? »« Elle avait des secrets, » dit Julia. « Et les secrets attirent amis et ennemis. » Poirot esquissa un léger sourire. « Alors commençons, mademoiselle, car comme je le dis toujours, ce n'est pas l'encre qui écrit la vérité, mais intention. Et les petites cellules grises sont très impatientes de découvrir les deux. » Chapitre 2. Une maison d'ombre. La maison Cavendish, malgré son raffinement, exhalait désormais une tension silencieuse, celle que Poirot avait appris à reconnaître comme les conséquences d'un décès dans une maison pas tout à fait en paix avec elle-même. C'étaient les silences entre les pas, les regards tendus échangés quand personne ne se croyait observé. C'était le tic-tac de l'horloge, un peu trop fort, et les ombres un peu trop immobiles. Poirot resta seul dans le bureau pendant plusieurs minutes après le départ de Julia Cavendish. Il laissa le silence l'envelopper, non pas d'inconfort, mais de détermination. La pièce était le portrait d'une vie autrefois ordonnée, une vie qui s'était terminée, trop proprement peut-être. Il se dirigea de nouveau vers le bureau. Tout avait été rangé, certes, mais Poirot avait l'œil pour ce genre de choses. Un tiroir était légèrement plus usé sur les bords, suggérant une utilisation plus fréquente. À l'intérieur, il ne trouva que du papier à lettres et un stylo-plume, un élégant Mont-Blanc sans encre dans la cartouche. Il remarqua l'absence du stylo et son alignement, parallèle au grain du tiroir. Trop soigné, trop mis en scène. Il se tourna vers le journal. Il était toujours ouvert, une page vierge, lignée, en cuir bleu marine. Un délicat monogramme ornait le coin. FC. Poirot inclina le livre vers la lumière et sortit une loupe. Sur le tiers inférieur de la page, de légères empreintes. Quelqu'un avait écrit, ou commencé à écrire, puis peut-être arraché une page. Ou alors non. Il tourna une page. Celle-là aussi était blanche. Mais la page suivante portait les plus faibles impressions. Il fronça les sourcils, puis sortit un crayon doux de sa poche de poitrine et, avec une pression très légère, commença à ombrer la surface. Un mot a commencé à émerger. Effrayé. Puis, sur la ligne suivante, plus hésitant, l'encre est vérité. Certaines vérités sont trop lourdes. Poirot ferma lentement le livre.
Cet après-midi-là, la maisonnée se réunit à l'invitation de mademoiselle Cavendish pour une présentation officielle au détective. Poirot insista. « Pour comprendre le puzzle, lui avait-il dit, il faut d'abord connaître la forme de chaque pièce, et chaque pièce doit se présenter d'elle-même. » Ils se réunirent dans le salon, sous la large baie vitrée. L'ambiance n'était pas à la tristesse, mais à la vigilance. Le premier était Major Francis Darnley, un homme à la moustache impressionnante et à l'expression constante de dédain à peine voilée. Florence était une femme de contrôle, fit-il remarquer avec raideur lorsqu'on l'interrogea sur son caractère. Même le chagrin s'inclinait devant elle. Il n'est pas surprenant qu'elle soit morte sans faire d'histoire. C'était sa façon de faire. Et ses ennemis, monsieur? J'ose dire que tout politicien en a quelques-uns, ou en avait, même si je suppose que la langue acérée de Florence lui a aussi valu quelques ennemis. Ensuite est venu Alan Penrose, l'avocat. Plus jeune que Poirot ne l'avait imaginé, la quarantaine, mince, avec une énergie nerveuse sous son allure pourtant raffinée. Son costume était sombre, ses yeux plus sombres encore. « Je m'occupe des affaires de Madame Cavendish depuis plus de 10 ans, dit-il. Elle était exigeante. Privée. Le genre de femme qui ne laissait jamais un testament inachevé ni une lettre non lue. » Poirot haussa un sourcil. « Tu lui as parlé la veille de sa mort ?»« Oui. » Une hésitation. « Nous avons eu un désaccord. » À propos d'eux, elle s'apprêtait à révéler quelque chose. Elle n'a pas précisé quoi, mais elle a demandé si des aveux personnels pouvaient être juridiquement contraignants s'ils étaient déposés dans une enveloppe scellée. Elle a été très précise. Je lui ai répondu que non, à moins qu'il ne soit fait devant témoin. Puis elle a ajouté « Alors l'encre reste à l'intérieur. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Et qu'avez-vous compris par là, monsieur ?» Penrose secoua la tête. « Rien sur le moment. » « Mais maintenant ?»« Maintenant, cela semble plutôt inquiétant, » termina Poirot pour lui. Ensuite, c'était Madame Leaming, la gouvernante, grande, les lèvres pincées, et pourtant d'une douceur subtile sous son tablier repassé. Elle joignit les mains en parlant. « Elle n'avait pas bien dormi, » dit-elle doucement. « 2 nuits avant sa mort, je l'ai trouvée debout près de la cheminée à minuit, le regard fixé dessus. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, et elle m'a répondu « Penses-tu que le feu puisse effacer ce que l'encre ne peut pas faire ?» Je n'ai pas compris à l'époque. Je ne comprends toujours pas. Poirot lui fit un léger signe de tête. « Mais vous vous souvenez des paroles. Et cela, madame, est peut-être plus important que vous ne le pensez. » Enfin, Julia Cavendish elle-même arriva. Elle se tenait légèrement à l'écart, les bras croisés. « Ma tante avait quelque chose en tête, » dit-elle, une fois de plus. Elle avait peur. Je sais que ça paraît absurde, mais Florence Cavendish n'était pas une femme qui craignait facilement. Cette nuit-là, je l'ai entendue chuchoter dans le couloir, seule. Je crois qu'elle se parlait à elle-même. Poirot se rassit et croisa les mains. « Cette maison, dit-il doucement, est pleine de vérités à moitié dites et de voix qui parlent quand personne n'écoute. Très bien, alors nous devons écouter encore plus attentivement. » Plus tard dans la soirée, Poirot traversa seul le couloir supérieur. La maison Cavendish n'était pas grande pour Belgravia, mais ses recoins étaient chargés de souvenirs. Sur le palier, une photo. Florence et Gerald Cavendish, assis ensemble sur un banc sous un arbre. Florence, plus jeune, souriait faiblement. Son regard était calme, mais alerte. Il s'installa dans le bureau de son défunt mari, resté intact depuis sa disparition. La poussière flottait dans l'air, tel un souvenir. Au mur, des médailles et des plaques. Sur le bureau, de vieux dossiers marqués. Confidentiels du mode bien sûr, il ne restait plus rien à l'intérieur. Les tiroirs étaient vides. Mais sur l'étagère derrière le bureau, Poirot remarqua un mince volume, une copie reliée en cuir de l'Odyssée. Il l'attira doucement. L'étagère grinça et bougea. Un faux panneau. À l'intérieur, une chemise fine. Aucune annotation. Juste une simple feuille de papier kraft et à l'intérieur, une seule page.
écrite de l'écriture si reconnaissable de Florence. Poirot l'a scannée. S'il m'arrive malheur, sachez que je ne suis pas tombé. Je n'ai pas capitulé. Et je n'ai pas oublié. Il n'y avait pas de signature. Seule la date figurait, 21 mars, 3 jours avant sa mort. Il remit soigneusement le papier en place. « Madame Cavendish, murmura-t-il, vos secrets chuchotent plus fort que vos mots. Et peut-être que ce n'est pas l'encre qui racontera votre histoire, mais le papier laissé derrière vous. » Chapitre 3. L'homme du passé. Une particularité de la méthode d'Hercule Poirot était qu'il considérait le temps non pas comme un fleuve, mais comme une pièce, scellée, organisée et méticuleusement meublée d'instants. Et lorsqu'un crime se présentait, il ne se précipitait pas. Il reculait, examinant l'agencement des mobiles et des souvenirs jusqu'à identifier l'objet déplacé. Et quelque chose, très clairement, n'allait pas dans la maison Cavendish. Le matin suivant sa découverte de la note cachée dans le bureau de Gerald Cavendish, Poirot demanda à rencontrer Miss Julia Cavendish. Elle le reçut dans la véranda, une pièce vitrée baignée de soleil, agrémentée d'orchidées et d'une douce odeur écœurante. Julia se tenait debout, une tasse de thé à moitié bu sur la table en fer devant elle. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon sévère, et son regard était perçant de suspicion. « Tu as trouvé quelque chose ?» dit-elle d'un ton neutre. Poirot inclina la tête. « Oui. J'ai découvert que votre tante n'était pas seulement effrayée. Elle était préparée. » Julia se raidit. « Préparée à quoi ?»« Pour sa propre mort. » Il y eut un silence. Le thé refroidit encore. « C'est impossible. » Elle était extrêmement prudente. « Exactement, » dit Poirot. « On ne se prépare pas à la mort à moins de soupçonner qu'elle ne viendra pas naturellement. » Il l'observa. « Dites-moi, mademoiselle, y avait-il quelqu'un tout court, du passé de votre tante qui était récemment revenu dans sa vie ?» Son regard vacilla. La question l'avait interpellée. « Oui, » dit-elle au bout d'un moment. « Un homme nommé Peregrine Vale. » Peregrine Vale. Ce nom ne cadrait pas parfaitement avec le catalogue de respectabilité londonienne de Poirot. Il sonnait théâtral, presque artificiel, et de fait, l'homme lui-même ne déçoit pas. Lorsque Poirot le retrouva dans un appartement meublé de Notting Hill, il trouva Vale en train de dessiner. Un homme grand, aux cheveux argentés spectaculaires, aux doigts tachés d'encre et au visage d'acteur, tout en angle et en charme. Il accueillit Poirot avec la vague méfiance de quelqu'un qui doit souvent de l'argent. « Ah oui. »« Florence, » dit-il, affalé dans un fauteuil avec l'assurance d'un chat sous un soleil de plomb. « C'est une affaire terrible, mais je suppose que tu le sais déjà. »« Tu la connaissais bien ?»« Nous étions jeunes autrefois, » dit Vale d'un ton ironique, « avant qu'elle ne devienne Madame Cavendish et que je ne sois une déception. Nous avons été fiancés brièvement. Elle a rompu. J'ai disparu sur le continent. Florence a épousé la stabilité. »« Et pourtant, tu es revenu, » dit Poirot. « Récemment. »« En effet. Florence m'a contacté. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Quelque chose de vieux, enfoui. Elle n'a pas donné plus de détails. Est-ce qu'elle avait l'air effrayée ? Elle semblait accablée. » L'expression de Vale devint distante. Elle m'a dit « Le passé a recommencé à frapper, et cette fois, il a fait couler de l'encre. » J'ai cru que c'était juste son côté théâtral habituel. Mais j'avais peut-être tort. Poirot plissa les yeux. « Tu l'as vue la veille de sa mort ?»« Oui. Elle m'a demandé quelque chose d'étrange, si je me souvenais d'un homme nommé Lionel Green. Ce nom a fait écho à quelque chose. » Poirot retourna à la maison Cavendish et demanda à Julia de le rejoindre dans le bureau. « Le nom de Lionel Green vous dit quelque chose ?» demanda-t-il. Julia fronça les sourcils. « Vaguement. Je crois qu'il travaillait avec mon oncle Gerald. Je crois qu'il a disparu. Il y a des années. On murmurait qu'il vendait des secrets. Mais rien n'a jamais été prouvé. »« En effet, » dit Poirot.
Ce serait en 1939, non? L'été avant la guerre. Julia hocha lentement la tête. Pourquoi demandes-tu cela? Parce que votre tante, Madame Cavendish, était en contact avec lui. Julia retint son souffle. C'est impossible. Il a disparu sans laisser de traces. Poirot récupéra une fois de plus la page pliée dans le compartiment secret. Qu'on sache que je ne suis pas tombé. Je n'ai pas capitulé. Et je n'ai pas oublié. Il tapota la date. 21 mars. Il brandit un deuxième objet, une enveloppe vierge, trouvée cachée derrière l'étagère inférieure du bureau, adressée d'une autre main, dans une écriture nette et inclinée. Pour Gérald, en cas de décès. L.J. Julia la fixa. Tu veux dire que Green a envoyé quelque chose à mon oncle et Florence l'a trouvé? Telle était la question, dit Poirot. Était-ce une vieille trahison, enfouie depuis longtemps, ou quelque chose de plus récent, ravivé? Quoi qu'il en soit, votre tante a trouvé quelque chose qu'elle ne pouvait pas exprimer à voix haute. Elle s'est donc préparée à l'écrire. Mais elle ne l'a jamais fait. Il tapota le journal sur le bureau. Parce que quelqu'un a fait en sorte qu'elle ne le fasse jamais. Ce soir-là, Poirot demanda à la maisonnée, y compris Peregrinval, d'assister à une deuxième réunion dans le salon. L'atmosphère était plus dense, l'air tendu. Même les meubles semblaient moins confortables. Poirot se tenait devant la cheminée, les mains jointes derrière lui. « Monsieur Veil, commença-t-il, vous êtes revenu dans cette maison après de nombreuses années d'absence. Pourquoi ?» Veil hésita. « Parce que Florence me l'a demandé. » « Pourquoi maintenant ?» Elle a dit qu'il était temps de déterrer quelque chose. Poirot hocha la tête. Que voulait-elle dire? Je ne sais pas. Et pourtant, monsieur, je crois que vous le faites. Silence. Poirot se retourna. Madame Cavendish avait accès à quelque chose. Une lettre peut-être. Des aveux. De Lionel Green, adressée à son mari. Une lettre qui aurait pu expliquer sa disparition et impliquer d'autres personnes. Penrose prit la parole sèchement. « Tu crois qu'elle a été tuée à cause d'une lettre ?» Poirot se tourna vers lui très lentement. « Je pense qu'elle a été tuée pour son silence, et je pense que quelqu'un dans cette pièce sait exactement ce qu'elle avait l'intention de révéler. » Madame Lemming haleta doucement. L'expression de Julia était indéchiffrable. Poirot poursuivit. Le journal qu'elle tenait était sa confession privée. Mais pour une fois, elle ne pouvait se résoudre à écrire. Peut-être craignait-elle qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Ou peut-être savait-elle que quelqu'un l'observait déjà. Il se tourna vers Pérégrine. « Tu étais là la nuit de sa mort. » Veil se hérissa. « Je suis parti avant minuit. » Mais un visiteur est arrivé après. Quelqu'un qui savait où Florence tenait son journal, qui savait que le feu s'était éteint, qui n'a laissé aucune trace, si ce n'est l'absence d'encre. Il souleva le stylo Montblanc. Cartouche vide, essuyée. Les yeux de Poirot brillèrent. On ne vide pas un stylo par accident. On le fait pour effacer quelque chose, ou pour empêcher l'écriture. À la fin de la soirée, les invités quittèrent la pièce un par un. Mais Poirot resta assis près du feu, seul. Il rouvrit le journal. Il examina à nouveau l'empreinte. Sous « L'encre et vérité », une dernière ligne accrochait la lumière. C'était presque invisible. Mais Poirot, avec ses petites cellules grises bourdonnantes, le lut à haute voix. « Je sais qui a tué Lionel. Et maintenant, ils savent que je sais. » Il a fermé le livre. « Demain, murmura-t-il, nous commencerons à trouver le meurtrier de 2 morts, pas d'un seul. » Chapitre 4. Un visage sur la photographie. Le matin arriva à Weatherby Square avec un vent violent et des nuages qui s'amoncelaient comme s'ils conspiraient. La maisonnée Cavendish était silencieuse. Le petit déjeuner fut servi en silence. Le cliquetis habituel des cuillères et le bruissement des journaux laissèrent place à une tension si intense que même Madame Lemming, femme aux habitudes rigides, versa le thé d'une main tremblante. Hercule Poirot, toujours ponctuel, déclina complètement le petit déjeuner
et demanda à la place à Julia Cavendish de le rencontrer dans le salon avec un seul objet, l'album photo de famille. Julia arriva toujours vêtue de noir de deuil, le visage pâle mais posé. « Vous êtes certain que cela est pertinent ?» demanda-t-elle en posant l'épais livre relié en cuir sur la table. Poirot lui adressa un sourire courtois. « Ce n'est pas toujours l'objet qui compte, mademoiselle, mais le souvenir qu'il évoque. » Il ouvrit la couverture et commença à feuilleter lentement les pages, chaque photographie étant un arrêt sur image de vie soigneusement organisée. Fête de jardin, week-end de chasse, collecte de fonds politiques et portraits de groupes posés devant des manoirs en pierre. « C'était les albums de ma tante, » dit doucement Julia. Elle les classait de manière obsessionnelle. Chaque image était datée, chaque nom était inscrit. « Oui, » murmura Poirot en s'arrêtant sur une photo de 1938. On y voyait Gerald Cavendish, un bras autour de Florence, et un homme grand, au visage étroit, au regard perçant sous un chapeau à large bord. « Et ce monsieur ?» Julia se pencha. Son front se fronça. « Ce n'est pas un nom que je reconnais, » dit-elle. « Il n'est pas étiqueté. » Poirot hocha la tête. « Curieux, n'est-ce pas ? Toutes les autres personnes sont listées, sauf lui. Et pourtant il réapparaît ici. » Il tourna 2 pages. Le même homme, cette fois assis à côté de Gerald Cavendish, un dossier à la main. « Peut-être Lionel Green ?» demanda lentement Julia. « Peut-être, » répéta Poirot, « ou quelqu'un de son entourage. » Et ici, il tapota le coin de la photo où un nom avait été maculé. « C'est là que ta tante a écrit quelque chose, puis l'a effacé. » Julia parut choquée. « Pourquoi ? » « Parce que ce nom était devenu dangereux. » Poirot glissa la photo sous son bras et s'excusa. 1 heure plus tard, il était assis dans une salle de lecture tranquille de Mayfair, où les archives du ministère de la Défense conservaient leur registre public du personnel, ceux-là même qui passent marqués confidentiels. Il travailla patiemment, d'abord avec le connu, Gerald Cavendish, puis avec le moins certain, Lionel Green. Plusieurs impasses se présentèrent à lui. Pas d'acte de naissance, pas de dossier militaire, pas d'adresse connue après 1940. Mais ensuite, sur une photo glissée dans le bulletin officiel du bal ministériel de 1937, il revit le même homme, visage étroit, regard perçant, cette fois souriant sous un lustre. La légende disait, de gauche à droite, Gerald Cavendish, Lionel Green, Henri Garraud et Peregrine Vell. Les yeux de Poirot se rétrécirent. Henri Garraud. Le nom n'était pas encore apparu à Wetherby Square. En fin d'après-midi, Poirot retourna à la maison des Cavendish et demanda une fois de plus la présence de Julia. « Henri Garraud, » dit-il simplement. « Ce nom vous dit quelque chose ?» Julia cligna des yeux. C'était un collègue d'oncle Gérald. Ils étaient proches. Je me souviens avoir entendu son nom quand j'étais enfant. Mais il est mort, n'est-ce pas? Pendant la guerre. Poirot hocha la tête. Officiellement, oui. Mais les archives révèlent quelque chose d'étrange. Un certificat de décès a été délivré puis annulé. Confidentiellement, il a été muté à l'étranger, sous un faux nom. La trace écrite s'arrête au Caire, en 1952. Julia semblait mal à l'aise. « Suggérez-vous que mon oncle était impliqué dans une opération secrète ?» Poirot écarta délicatement les mains. « Je suggère que votre oncle et ce monsieur Garraud étaient liés à un homme, Lionel Green, qui les a trahis tous deux. Un homme qui a disparu dans le brouillard de la guerre, laissant derrière lui des secrets que Florence a passé des décennies à essayer de garder enfouis. »« Et maintenant, » murmura Julia, « ces secrets se réveillent. » « C'est tout à fait ça, » dit doucement Poirot. Ce soir-là, Poirot observa attentivement la maison. Il arpenta lentement les couloirs, s'arrêtant devant chaque porte, notant les craquements du plancher, la lumière changeante sous les interstices. Il ne se contentait pas d'écouter des voix, il percevait intention. Devant la chambre d'amis d'Alan Penrose, il s'arrêta. « Voix. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. »
dit Penrose d'une voix basse et sèche. Elle n'était pas censée mourir comme ça. Poirot se figea. Une deuxième voix, féminine, plus basse, plus aiguë. Elle en savait trop, et elle n'allait pas s'arrêter. Je t'avais dit qu'elle l'écrivait. Elle ne l'a pas fait. Les pages sont blanches. J'ai vérifié. Poirot recula sans bruit, le cœur calme. Il n'avait aucune intention d'interrompre. Pas encore. Le lendemain matin, autour d'un petit déjeuner poli composé de pain grillé et de confiture d'abricots, Poirot s'adressa à la salle. « Je dois demander, mes amis, dit-il d'un ton léger, si quelqu'un a déjà entendu parler d'une encre appelée Mélantium numéro 3. Penrose, en train de beurrer ses tartines, leva brusquement les yeux. C'est vieux, obsolète. C'était une encre expérimentale, disparue de la production depuis des décennies. Poirot sourit. Oui. Une encre aux propriétés chimiques inhabituelles. Elle ne devient visible que sous l'effet d'une combinaison précise de chaleur et de sel d'ammonium. Il se leva et sortit de sa poche un petit morceau de papier, arraché au journal de Florence. Une petite bougie allumée près de la table et un coton-tige imbibé d'une solution, Poirot commença à tamponner délicatement le papier. Les mots ont commencé à apparaître. Des halètements emplirent la pièce. La page disait « Si je suis retrouvé mort, fouillez le bureau de Gérald. La lettre est cachée. Je ne suis pas en sécurité. Henri Garreau n'est pas mort. Il est de retour. » Poirot regarda autour de la table, les yeux brillants. « Alors, vous voyez, dit-il doucement, Madame Cavendish fait écriver la vérité, mais pas avec de l'encre ordinaire. » Ce soir-là, alors que la maison s'installait dans un silence inquiet, Poirot passa un appel. L'inspecteur de Scotland Yard répondit d'une voix groggy. « Je crois avoir identifié l'homme qui a tué Lionel Green en 1939, » a déclaré Poirot, « et la femme qui a contribué à étouffer l'affaire en 2025. » Il s'arrêta. « Mais il me faudra encore une soirée, car ce que je ne vois pas encore, c'est pourquoi. » Chapitre 5. Une réunion secrète dans les escaliers. La nuit enveloppait à nouveau Wetherby Square de son voile vaporeux. À l'intérieur du numéro 17, le silence était trompeur, chargé non pas de paix, mais de vigilance. Hercule Poirot, toujours observateur, resta éveillé bien après le coucher du soleil. La fenêtre de sa chambre, légèrement entr'ouverte, laissait s'échapper à intervalles réguliers le carillon lointain de l'horloge de la tour Saint-Marc. Il était maintenant 1h30. Assis au bureau de sa chambre d'amis, il astiquait son peigne à moustache argentée. Les petites cellules grises, pensa-t-il, n'avaient pas besoin de sommeil, seulement de silence et de symétrie. Et cette maison en était riche, même si sa symétrie avait été récemment perturbée par la peur. Quelque part dans le sol en dessous, une planche craqua. La main de Poirot s'arrêta. Un autre grincement, puis un autre, un léger bruissement, un murmure. Il se glissa silencieusement jusqu'à la porte et l'ouvrit d'un demi-pouce. 2 ombres passèrent sur le palier de l'escalier. Un homme et une femme, chuchotant avec urgence. Ils descendaient vers le rez-de-chaussée. Poirot attendait, comptait jusqu'à 10, puis suivit, sans bruit, chaque pied posant délibérément sur les bords du tapis où il s'était affaissé à cause des années d'usure. À travers l'obscurité du couloir inférieur, il les regarda se glisser dans le bureau. La porte restait légèrement entr'ouverte. Alan Penrose et Julia Cavendish. Dans le bureau, Penrose alluma une bougie. L'interrupteur électrique resta intact. Il plaça la flamme à côté d'une liasse de lettres qu'il sortit de sa veste. « On ne devrait pas faire ça ici, » dit Julia d'une voix basse et sèche. « Si Poirot nous trouve... » « Il se doute déjà de quelque chose, » siffla Penrose. « On n'a pas le choix. Florence a dit qu'elle avait tout caché derrière le portrait. J'ai besoin que tu cherches le loquet. Vite. » Julia hésita, puis traversa la pièce jusqu'au tableau de Gerald Cavendish au-dessus de la cheminée. Elle tâta le bord du cadre du bout des doigts. Un évanouissement cliquesse. Le portrait s'avança d'1 pouce. Derrière lui, un étroit renfoncement.
À l'intérieur, une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Et à côté, un petit objet enveloppé dans du lin. Julia les sortit tous les deux, le cœur battant. L'enveloppe portait une adresse en lettres délavées, à ouvrir uniquement en cas de trahison. En dessous, les initiales, G.C. Les mains de Penrose tremblaient tandis qu'il déballait l'objet. C'était une bague, lourde, en or, avec le sceau du ministère des Affaires étrangères gravé sur son blason. Il le fixa, incrédule. Mon Dieu, il était vraiment impliqué. Julia murmura « Ceci, cela prouve tout ». Et dans l'ombre, une voix dit doucement « Oui, cela prouve tout, sauf qui a tué Madame Cavendish ». Ils ont tourné. Poirot s'avança, le visage calme, mais les yeux flamboyants. Penrose commença à parler, mais Poirot leva la main. « Non, monsieur, pas un mot. Veuillez regagner vos appartements. N'emportez rien. Demain matin, vous et mademoiselle Julia serez sous les ordres de Scotland Yard. »« Mais nous n'avons pas... » commença Julia. « Non, » aboya Poirot, rare, sec et définitif. « Vous n'êtes peut-être pas des meurtriers, mais vous êtes des conspirateurs. Et vous avez menti, à maintes reprises. » Ils obéirent, intimidés et silencieux. Poirot resta en arrière. Il prit l'enveloppe sur la cheminée et la présenta à la lueur de la bougie sans l'ouvrir. Ses doigts traçaient le texte. « G.C. Gérald Cavendish. » Avait-il prévu la trahison? S'y était-il préparé pour que sa femme hérite du fardeau? Il remit l'enveloppe en soupirant. « Ah, mon ami, » murmura-t-il à Gérald absent, « tu as joué un jeu long, n'est-ce pas ?» Son regard se posa alors sur le tapis, perturbé, inégal. Il s'est agenouillé. Un petit rabat s'était détaché près du pied de la chaise de cheminée. Il l'a soulevé. Un morceau de tissu. Taché. Poirot le renifla. American familier. Le cyanure, murmura-t-il. L'amende. Le lendemain matin, Poirot convoqua l'inspecteur à Wetherby Square. Julia et Penrose ont été interrogés séparément. Poirot, quant à lui, convoqua une réunion privée avec le major Francis Darnley. Le vieil homme entra dans le salon en grommelant, sa canne tapant sur le parquet. « J'espère que ça ne sera pas long, » murmura-t-il. « J'ai des lettres à écrire. » Poirot fit un geste vers la chaise. « Major, vous connaissiez bien Gérald Cavendish. »« C'est bien, » marmonna Darnley. Il gardait ses secrets. Mais qui à Whitehall ne les gardait pas? Et tu vis dans cette maison depuis? Depuis les funérailles de Gérald. Florence a insisté. Poirot se pencha légèrement en avant. Et connaissiez-vous le renfoncement derrière le portrait? Darnley cligna des yeux. Quoi? Poirot hocha lentement la tête. Je vois. Donc tous les secrets n'étaient pas partagés. Dis-moi, connaissais-tu Lionel Green? Il y eut un silence, une brusque inspiration. Puis Darnley fronça les sourcils. Ce nom n'a pas sa place ici. Mais c'est le cas, répondit doucement Poirot. Il faisait partie du cercle de Gérald, un homme soupçonné d'espionnage. Florence a gardé son nom secret pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'elle sente le passé ressurgir. Darnley ne dit rien. Poirot se leva. Une dernière chose, Major. Avez-vous déjà senti une odeur d'amande dans la maison? Ou peut-être remarqué qu'un flacon manquait dans l'armoire à pharmacie verrouillée? Darnley se leva brusquement. « Vous m'accusez de quelque chose, monsieur Poirot ?» La réponse de Poirot fut calme. « Je constate simplement que Florence Cavendish est morte sans cause apparente. Pourtant, le cyanure laisse très peu de traces lorsqu'il est administré sous forme de vapeur. S'il est laissé sur un mouchoir, par exemple, elle aurait pu l'inhaler sans s'en rendre compte. » Le visage de Darnley s'est vidé de toute couleur. Poirot n'ajouta rien. Il s'inclina simplement et quitta la pièce. De retour à l'étage, Poirot rassembla soigneusement tous les papiers de Florence Cavendish. La photo de Lionel Green, Gérald et Henry Garrow. L'enveloppe scellée. La page de journal intime tachée d'encre. La bague. Il les regarda et murmura. « Le mobile est presque là. Les moyens, je crois, sont compris. Reste maintenant l'opportunité.
Il souleva un petit carré de papier plié et le retourna. C'était vide, mais sous un certain angle de lumière, très faible, se dessine le contour d'une empreinte digitale, un ensemble d'impressions. Et Poirot savait exactement à qui ils appartenaient. Chapitre 6. L'empreinte digitale dans la lumière. La pluie arriva juste avant midi, une bruine douce et persistante qui peignit les fenêtres du 17 Weatherby Square de larmes argentées. La rue en contrebas était silencieuse, les réverbères à gaz ternis sous la pénombre. Chez les Cavendish, l'atmosphère avait pris la tournure fragile des nerfs à vif. Les conversations étaient étouffées. Les portes se fermèrent plus doucement. Personne n'osait s'attarder dans les couloirs. Hercule Poirot, cependant, était de bonne humeur. Il se tenait dans le salon, une petite nappe de velours étendue devant lui sur la table. Dessus reposait un simple carré de papier plié, celui du journal de Florence Cavendish, sur lequel un message caché était apparu la veille. Mais Poirot ne s'intéressait plus aux mots. C'était l'empreinte digitale, délicate, à peine visible, qui attirait désormais son attention. Il avait emprunté une petite bouteille de solution de nitrate d'ammonium et un pinceau fin en martre à un chimiste serviable de New Cavendish Street. Avec une patience à la fois scientifique et esthétique, il avait délicatement épousseté la place jusqu'à ce que la légère tache commence à apparaître. C'était distinct, c'était complet, et c'était accablant. Il replia le tissu et se tourna vers sa mallette de voyage compacte. Il en sortit un carnet, l'un des nombreux qu'il avait conservés au cours de sa longue et méthodique carrière. Il y trouvait les dossiers d'affaires passés, notamment des copies d'empreintes digitales relevées lors d'enquêtes. Parmi elles, un ensemble de 10 empreintes recueillies volontairement auprès du major Francis Darnley lors d'une enquête mineure en 1947 concernant une lettre diplomatique volée. Poirot a comparé l'empreinte digitale. Puis, très lentement, il ferma le carnet et dit à haute voix, d'un ton assuré, « Voilà. » 1 heure plus tard, le major Darnley fut convoqué dans le bureau. Il est arrivé avec sa raideur habituelle, canne à la main, moustache hérissée. « Tu voulais te parler ?» demanda-t-il à Poirot sans s'asseoir. Poirot hocha la tête. « Oui, major. »« Un mot en particulier. Pourquoi ?» Darnley fronça les sourcils. « Pourquoi quoi ?»« Pourquoi tuer Florence Cavendish ?» L'air s'est figé. Pendant un instant, Darnley resta simplement bouche bée. Puis il laissa échapper un rire sec et incrédule. « Tu es fou !» Poirot s'approcha. « Votre empreinte digitale a été retrouvée sur la page du journal, celle que Florence avait écrite à l'encre invisible. La page avait été arrachée, mais pas brûlée. Vous l'avez jetée précipitamment, peut-être après avoir réalisé que les mots pouvaient encore être révélés. Mais votre contact vous a trahi. » Darnley secoua la tête. « Je n'ai jamais. » Vous êtes allé dans son bureau tard ce soir-là. Vous avez trouvé le journal. Vous saviez qu'elle écrivait quelque chose qui pourrait tout exhumer du passé. Lionel Green, Henri Garreau, votre implication dans l'affaire de Casablanca en 1939. Peut-être a-t-elle même découvert que la mort de Gerald Cavendish n'était pas de cause naturelle, comme elle l'avait cru. Le ton de Poirot se durcit. « Elle t'a confronté, n'est-ce pas ?» Il y eut un long silence. Puis, avec un souffle fatigué, Darnley s'affala dans le fauteuil. « Je ne voulais pas, » dit-il d'une voix creuse. « Je voulais lui faire peur, l'empêcher de creuser. Elle était obsédée. Elle lisait chaque jour de vieux journaux, contactait des personnes disparues, pour de bonnes raisons. » Poirot ne dit rien. Elle avait un linge imbibé d'eau de Cologne. De la lavande, toujours de la lavande, continua Darnley. Je l'ai remplacé par un linge imbibé de vapeur de cyanure. Je savais qu'elle l'appliquerait sur son visage, juste avant de se coucher. Elle le faisait toujours. Le poison agissait rapidement. Sans douleur, j'imagine. Il baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Je pensais pouvoir retirer la page plus tard. Mais j'ai paniqué. Je l'ai arrachée.
J'ai vu qu'elle était vierge et j'ai pensé que j'étais en sécurité. » La voix de Poirot était calme mais froide. « Mais elle n'était pas vide. » « Pas dans la lumière qu'elle m'a laissée. » Darnley leva les yeux, amer. « Elle aurait détruit des vies, monsieur Poirot. Des hommes bons, des morts. Pourquoi ? Pour la vérité. La guerre a enterré bien des péchés. Nous avons accepté cela. Elle, non. » Poirot le fixa longuement, puis se tourna vers la porte. « L'inspecteur Morton sera là sous peu. Je vous suggère de vous préparer. » Plus tard dans la soirée, l'inspecteur arriva. Darnley fut placé en garde à vue sans incident. Poirot se tenait à la porte, son manteau boutonné, sa moustache impeccable, et regardait la voiture de police disparaître sur Weatherby Square. Julia se tenait à côté de lui, les bras croisés fermement sur sa poitrine. « C'était donc le major depuis le début, » dit-elle. « Pas Alan, pas moi. » Poirot se tourna vers elle. « Mademoiselle, vous n'êtes pas innocente. Vous et M. Penrose avez dissimulé des documents, falsifié la scène. Vous craignez ce que votre tante pourrait révéler, non pas parce que vous vouliez sa mort, mais parce que la vérité vous effrayait. » Elle détourna le regard. On pensait qu'elle perdait la tête. Poirot hocha lentement la tête. « Mais voyez-vous, ce n'était pas de la folie, c'était du courage, de celui qui prend des années à se développer, le courage de faire ressurgir des choses enfouies. » La voix de Julia baissa. La vérité éclatera-t-elle maintenant? À propos de Lionel Green, à propos du ministère des Affaires étrangères, à propos des trahisons? Les yeux de Poirot brillèrent. « Ce n'est pas à moi d'en décider, mademoiselle. J'ai fait mon devoir. La vérité appartient désormais à l'histoire, et l'histoire a ses propres méthodes. » Il s'inclina légèrement. « Et maintenant, je dois prendre congé. Les petites cellules grises sont satisfaites. » Chapitre 7. La dernière lettre de Florence Cavendish. 2 jours après l'arrestation du major Darnley, Weatherby Square demeurait d'un calme inquiétant. Les journaux n'avaient pas encore publié les détails. Scotland Yard faisait preuve d'une retenue inhabituelle. Le monde, à l'extérieur des grilles en fer forgé, poursuivait son cours, ignorant parfaitement qu'au numéro 17, un fantôme avait été mis à nu, non pas celui d'une personne, mais celui d'un secret longtemps enfoui sous le sens du devoir, la loyauté et le silence poli des classes supérieures. Hercule Poirot, cependant, n'avait pas encore terminé. Il s'assit de nouveau dans le bureau de feu Florence Cavendish. La lumière matinale filtrait par les fenêtres, éclairant le bureau bien rangé, le buvard usé, le flacon d'encre vide et la tasse de thé intacte, toujours posée sur sa soucoupe en porcelaine, vestige fantomatique de la nuit de sa mort. Poirot regarda tout cela avec un calme silencieux, les doigts joints. Quelque chose murmurait encore sous la surface. Les faits étaient réunis. Le tueur a avoué. Et pourtant, un murmure subsistait. « Pourquoi ?» dit-il doucement à la salle. « Madame Cavendish a-t-elle écrit que message ? Je ne suis pas tombé. Je ne me suis pas rendu. Je n'ai pas oublié. Ce n'était pas seulement l'anticipation de la mort. C'était le ton d'une résistance finale. » Il se tourna une fois de plus vers l'enveloppe scellée. Celle marquée à ouvrir uniquement en cas de trahison. Florence l'avait trouvée cachée derrière le portrait de son défunt mari. Elle l'avait lu. Poirot, non. Jusqu'à maintenant. Avec un soin précis, Poirot ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille. Non pas dactylographiée, mais manuscrite. Non pas l'écriture de Gerald Cavendish, mais celle de Lionel Green. On pouvait y lire. « Ah, Gérald, je sais qu'ils viendront me chercher. Je l'ai accepté dès le moment où j'ai refusé de nommer Henry. Mais sache que c'est Darnley qui a transmis les documents au coursier, pas moi. J'en ai pris la responsabilité car je savais que le dossier disparaîtrait si je le nommais. Je ne t'ai jamais trahi. Pas vraiment. Si jamais tu vois cette lettre, c'est que je n'ai pas réussi à arrêter ce que j'ai commencé. Brûle-la. Personne ne doit savoir ce que Darnley a fait. Il était un patriote autrefois. Mais la loyauté l'a corrompu. Florence comprendra. Elle comprenait toujours plus qu'elle ne disait.
L.G. Poirot expira lentement. Voilà donc, c'était ça. Gérald le savait. Et Florence, elle l'avait découvert tard. Peut-être en trouvant cette lettre. Mais au lieu de la brûler, elle l'avait conservée. Une rébellion silencieuse. Ou un règlement de compte planifié. Poirot ferma doucement la lettre. Elle n'a pas capitulé, murmura-t-il. Elle a préservé la vérité, sachant qu'un jour elle pourrait avoir un prix. Plus tard dans la journée, Poirot retrouva Julia dans la véranda. Les orchidées avaient commencé à faner sous la chaleur printanière tardive. Il lui a remis la lettre. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle lisait. Je ne sais pas quoi dire. Poirot pencha la tête. Il n'y a rien à dire, mademoiselle. Il ne reste plus qu'à réfléchir à la suite. Vous voulez dire s'il faut le rendre public? Non, dit-il doucement. C'est une question qui relève du ministère des Affaires étrangères et de l'Histoire. Je veux dire si vous garderez ce secret en silence, comme votre tante l'a fait autrefois, ou si vous le consignerez enfin par écrit. Julia leva les yeux. Mais la guerre est finie depuis longtemps. Et pourtant, les dégâts persistent. Les morts, les mensonges, les vies ruinées et remodelées par des secrets trop longtemps gardés. Madame Cavendish a tenté d'y mettre fin de la seule manière qu'elle connaissait, par une entrée de journal, une entrée qui ne pouvait être lue que trop tard. Poirot se leva. Vous, mademoiselle, devez décider si sa mort aura une importance au-delà de cette maison. Julia n'a rien dit, mais alors que Poirot se tournait pour partir, il la vit se diriger vers le bureau, prendre un stylo et, pour la première fois depuis de nombreuses années, ouvrir une nouvelle page de son propre journal. Le lendemain, Poirot monta à bord d'un train pour Douvres. Ses bagages étaient les minimes. Ses chaussures étaient cirées. Sa moustache était impeccable. Alors que le train s'éloignait, il s'est assis dans son compartiment et a joint les mains. Madame Cavendish, il pensait, vos ennemis étaient rusés. Mais vous étiez encore plus rusés. Vous avez caché la vérité non pas dans les mots, mais dans les intentions. Et votre dernier acte n'était pas celui de la faiblesse, mais celui du courage. Un journal sans encre, mais non sans voix. Il s'autorisa un petit sourire. La justice, murmura-t-il, a de multiples formes. Cette fois, elle était lavande. Chapitre 8. Ombres aux archives. Bien qu'Hercule Poirot ait quitté Weatherby Square, le mystère n'avait pas encore complètement disparu, car même lorsque le rideau tombe sur un crime, les échos persistent, dans les archives, dans les mémoires, dans les creux où les questions restent sans réponse. 3 jours après le départ de Poirot, une chose curieuse se produisit. Une demande urgente et émanant de hautes instances a été faite aux Archives nationales pour récupérer et examiner des documents scellés concernant la disparition d'un certain Lionel Green en 1939. Le dossier a été répertorié comme classé « sensible », niveau oméga, une désignation réservée aux cas impliquant la sécurité nationale. Mais lorsque l'archiviste s'est rendu au cabinet pour récupérer le dossier, il avait disparu. Pas mal placé, disparu, supprimé, de manière experte. Aucune trace de retrait, aucune trace de falsification. Juste un espace vide entre Graham, Charles et Greenwich, à l'Astère. L'archiviste, perplexe, rapporta discrètement l'incident. Quelques heures plus tard, quelqu'un arriva pour s'assurer que l'affaire n'allait pas plus loin. Ailleurs, dans un modeste appartement de Chelsea, Julia Cavendish était assise devant le bureau de sa tante. La lettre de Lionel Green, désormais lue et recopiée, avait été remise dans son enveloppe. L'original serait remis aux autorités, avait-elle décidé, mais pas avant d'en avoir conservé une copie, glissée dans son journal intime. Ses mains étaient maintenant stables. Depuis l'arrestation de Darnley, elle avait senti le monde revenir lentement à son équilibre. Les ombres du passé étaient toujours là, mais elles n'étaient plus inexprimées. Florence avait tenté de les exhumer, et elle en avait payé le prix. Maintenant, Julia allait faire ce que sa tante ne pouvait pas faire. En face d'elle était assis Alan Penrose, aussi pâle et silencieux que jamais. « Nous pourrions encore être impliqués »,
a-t-il déclaré avec prudence. « On n'a rien fait de criminel, » répondit Julia. « Juste des bêtises. » Il se pencha en avant. « Tu vas le publier, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-elle. « Pas encore. Mais je veillerai à ce que cela atteigne les bonnes personnes. Et un jour, si le moment est venu, peut-être le public aussi. » Elle baissa les yeux sur son propre journal, relié en cuir, monogrammé, vierge. Elle a pris un stylo. Cette fois, elle a écrit avec de l'encre. Pendant ce temps, Hercule Poirot savourait un petit déjeuner tranquille dans un hôtel de Calais. Pain frais, café fort et silence. Ce n'est que lorsqu'il se dévoila le Figaro que son attention s'est aiguisée. Là, enfoui dans les dernières pages, se trouvait un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Un courrier diplomatique retrouvé mort à Genève, lié à un réseau d'espionnage d'avant-guerre. L'article était bref. Un homme utilisant le nom Henri Lacroix avait été retrouvé mort dans une pension genevoise. Les autorités soupçonnaient un empoisonnement. Dans sa poche, un passeport, une bague portant le sceau du ministère des Affaires étrangères et une lettre codée adressée à G.C. Poirot fixa la page. G.C. Gerald Cavendish. Tous les fils ne s'étaient donc pas dénoués. Certains continuaient à se tendre, discrètement, au-delà des frontières et des décennies. Il a plié le papier. « Alors, » murmura-t-il, « même les fantômes laissent des empreintes. » De retour à Londres, l'inspecteur Morton se tenait devant son supérieur, tenant un dossier scellé, marqué Cavendish, classifié. « C'est fait, monsieur, » dit-il. « Darnley a été inculpé. Le domaine de Cavendish a été sécurisé. Poirot est parti il y a 2 jours. » L'homme derrière le bureau, aux cheveux gris et au regard perçant, prit le dossier et l'ouvrit. « Tu as lu tout ça ?»« Seulement ce qui était nécessaire. » L'homme hocha la tête. « Bien. Alors, oubliez le reste. » Il glissa le dossier dans un tiroir, tourna la clé, le verrouilla. « L'histoire, dit-il, a tendance à se réécrire, et celle-ci a déjà été écrite une fois. Mais pour Hercule Poirot, l'affaire ne concernait pas seulement l'espionnage, la guerre ou les secrets d'État. Il s'agissait, comme toujours, de personnes. Florence Cavendish, assez courageuse pour regarder en arrière. Julia Cavendish, assez courageuse pour regarder vers l'avenir. Et le journal sans encre, qui, en fin de compte, avait raconté l'histoire la plus claire de toutes. Chapitre 9. Le piège de Wetherby Square. La pluie revint sur Wetherby Square le jeudi suivant. Une bruine froide et chuchotante qui laissait des reflets glissants sur les grilles noires et recourbait les coins des vieilles feuilles, trop longtemps négligées. La tempête qui avait traversé la maison Cavendish, l'arrestation, la lettre, les secrets, semblait s'être apaisée. Mais dans l'esprit d'Hercule Poirot, une dernière incohérence subsistait, telle une chaise légèrement désalignée. Malgré toute la netteté de la confession, quelque chose n'allait pas s'ajuster. Il l'avait senti dès le début, dans la façon dont Florence était morte sans combat, dans la tension sourde entre Penrose et Julia, dans la réapparition étrangement programmée de Peregrine Val, et surtout, dans les motivations du major Darnley. C'était réel, certes, et grave, mais c'était aussi pratique. Et Poirot ne croyait pas à la commodité. Il rentra à Londres discrètement, sans prévenir, et s'installa dans un modeste hôtel de Bloomsbury. De là, il observa. J'ai surveillé la maison Cavendish. J'ai regardé Julia Cavendish. J'ai regardé Alan Penrose. Et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. 2 jours plus tard, à 21h47 précise, une silhouette émergea du 17 Wetherby Square, vêtue d'un manteau sombre et portant un étui en cuir. Les lampadaires reflétaient ses lunettes, tandis qu'il se dirigeait rapidement et résolument vers le coin. Alain Penrose. Poirot, qui attendait juste en bas de la rue dans une voiture de location, fit un signe de tête au chauffeur. « Suivez-moi. » Lentement. Penrose les conduisit dans un immeuble calme près de Chancery Lane. À l'intérieur, un cabinet d'avocat.
plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une pièce éclairée au fond. Poirot sortit de la voiture et attendit que Penrose réapparaisse, cette fois sans l'affaire. Puis Poirot entra. La porte était déverrouillée et la réception sans surveillance. Il se déplaça silencieusement dans le couloir et entra dans le bureau au fond. Là, sur le bureau, se trouvait l'affaire. Déverrouillée, il l'a ouvert. À l'intérieur, 2 objets. Un lecteur de microfilm et une chemise en papier craft marquée au crayon rouge. Green, Opération Le Caire, 1939. Yeux seulement. Poirot le fixa du regard. Puis l'affaire a été close, et j'ai appelé l'inspecteur Morton. Le soir suivant, Poirot organisa une dernière réunion de tous les principaux acteurs dans le salon du numéro 17. Julia Cavendish arriva la première, vêtue de façon sombre mais élégante. Son visage ne trahissait rien. Alan Penrose le suivit, plus silencieux que d'habitude, ses yeux se tournant vers Poirot avec prudence. Peregrine Vale est arrivé dernier, en retard comme toujours, avec un sourire d'excuse et une légère odeur de gin dans son haleine. Poirot se tenait près de la cheminée, les mains jointes derrière le dos. « Mes amis, commença-t-il, lorsque Madame Cavendish est morte, nous avons cru qu'il s'agissait d'un acte de violence solitaire, une réponse à un secret dévoilé et à une trahison révélée, et de fait le major Darnley a avoué lui avoir administré le poison qui lui a coûté la vie. » Il marqua une pause, mais il n'a pas agi seul. Julia leva brusquement les yeux, la main de Penrose tressaillit. « Non, » dit Poirot, « la mort de Florence Cavendish n'était pas la panique d'un seul coupable. C'était un plan conçu pour la faire taire avant qu'elle ne révèle la vérité, et pour imputer sa mort à un homme trop fier pour le nier. » Il se tourna vers Penrose. « Vous, monsieur, lui avez fourni les informations juridiques. Vous avez intercepté l'enveloppe avant qu'elle ne puisse l'envoyer. Vous l'avez vue gagner en détermination, en peur. Et lorsqu'elle a découvert le véritable contenu de la lettre cachée de Gerald Cavendish, la preuve de la trahison de Darnley, vous avez compris les conséquences. Pas seulement pour lui, mais pour toi. » Julia se leva, la voix froide. « Tu ne peux pas prouver... » « Je peux prouver que vous le saviez, » dit doucement Poirot. « Vous avez lu le journal avant qu'il ne soit volé. Vous saviez pour l'encre. Et surtout, vous m'avez envoyé ce mot anonyme. Demandez à l'encre ce dont elle se souvient. » Sa bouche s'ouvrit, fermée. « Vous vouliez que la vérité soit découverte, » poursuivit Poirot, « mais pas toute la vérité. Vous vouliez que Darnley soit accusé. Oui, mais pas Alan. Parce que c'est Alan qui a aidé votre tante à retrouver la lettre de Green, Alan qui a scanné le microfilm, Alan qui a essayé d'en vendre le contenu, quelques jours avant la mort de Florence. » Penrose pâlit. Poirot brandit une photo. « Ceci, dit-il, a été pris hier. Vous entrez dans le cabinet de M. Walcott. Il est connu pour gérer discrètement des transferts de documents à des acheteurs étrangers. Le microfilm a été retrouvé sur son bureau. » Penrose recula, furieux. Elle n'allait pas s'utiliser, elle a dit que c'était de l'histoire ancienne, que ça n'avait plus d'importance. « Ah, » dit doucement Poirot, « mais c'est vrai. À toi. » Penrose se tourna vers Julia. « Tu allais me dénoncer. » Après tout ça, elle n'a pas bronché. « Tu as raison, » dit-elle. « Je l'étais. » Poirot leva la main. « Et ainsi cela finit. » Il regarda autour de la pièce, le regard lent et délibéré. Florence Cavendish n'a pas été tuée par panique. Elle a été assassinée parce qu'elle savait, parce qu'elle croyait que certaines vérités doivent voir le jour, même à un prix élevé. Plus tard dans la nuit, après que Penrose ait été placé en garde à vue et que Vale se soit retiré dans un silence stupéfait, Julia resta dans le salon avec Poirot. « J'aurais dû en faire plus, » a-t-elle dit. « J'ai laissé faire. » La voix de Poirot était calme. « Vous avez cherché à protéger votre famille. Ce n'est pas un péché. Mais vous devez vous demander, maintenant que la vérité est vôtre, qu'allez-vous en faire ?» Elle le regarda. « Je le garderai précieusement, mais pas caché. » Il sourit. « Très bien. » Puis il redressa ses poignets et attrapa son chapeau. « Il est temps, dit-il.
pour Hercule Poirot de se reposer. Les petites cellules grises ont mérité leur paix. Chapitre 10. L'heure silencieuse avant minuit. C'était une vérité acceptée depuis longtemps par Poirot. La dernière heure d'une affaire, comme le dernier mouvement d'une symphonie, était non seulement porteuse de résolution, mais aussi de retentissement. Dans le silence qui suivait la justice, la mémoire s'éveillait souvent, le regret faisait surface, et le coût humain de la logique et de la vérité se révélait, dépouillé de son mystère. À 23 heures précises, 3 nuits après l'arrestation d'Alan Penrose, Hercule Poirot se tenait seul dans le bureau de Cavendish. La pièce avait changé. L'atmosphère lourde du secret s'était dissipée, mais des traces de sa présence subsistaient dans les coins, dans les endroits où Florence Cavendish s'était autrefois tenue à réfléchir profondément, dans les livres qu'elle avait rangés trop soigneusement, dans la cheminée où les flammes avaient ne pu s'éteindre, la nuit où elle avait été assassinée. Poirot fit lentement le tour de la pièce une dernière fois. Il s'arrêta devant le portrait de Gerald Cavendish. « Vous saviez ce qu'il faisait, » murmura Poirot. « Votre femme a trouvé la lettre. Elle a hésité pendant des années, et lorsqu'elle a enfin osé parler, ils l'ont réduite au silence. » Il se tourna vers le bureau, pièce maîtresse des journées de Florence, toujours en ordre, toujours intacte depuis sa mort, à l'exception des gants de police et des mains précises de Poirot. Mais ce soir, Poirot a remarqué quelque chose qu'il avait manqué. Une petite empreinte sur le dessous du tiroir du milieu, à peine visible. Il l'ouvrit à nouveau, vide à l'exception d'une seule bande de lin pâle, une qu'il avait négligée auparavant, nichée tout au fond. Il la dessinait. C'était un marque-page, cousu avec des initiales, FC, et cousu dedans, si faible qu'il aurait pu être négligé même par les experts, un motif de petits points, comme du braille, mais pas tout à fait. Poirot le tenait à la lumière, puis il sourit. 1 heure plus tard, à Scotland Yard, Poirot présenta le marque-page à l'inspecteur Morton. « Tu te souviens de l'encre invisible ?» demanda-t-il. Morton hocha la tête. « Ceci, » dit Poirot, « est un fil invisible. Les points, expliqua-t-il, n'étaient pas aléatoires. Ils étaient cousus en code Morse. Florence Cavendish, incapable d'écrire ouvertement, avait cousu sa confession, son message final, en quelque chose que personne n'aurait jamais pensé à décoder. » Morton regarda avec stupéfaction Poirot exposer la traduction. « Je n'ai pas peur. Alan est venu hier soir. Il sait. Il craint que je parle. Si je meurs, c'est lui qui en est la cause. Darnley, c'est l'histoire. Penrose, c'est le danger. Il cherche à échanger le passé contre de l'or. » L'inspecteur parut stupéfait. « Elle a laissé ça ?» ?»« Oui, » répondit Poirot. « Elle savait qu'elle avait peu de temps. Et elle a utilisé ses dernières heures pour faire ce qu'elle avait toujours fait, protéger son pays et ses principes. » Le lendemain, à la maison Cavendish, Julia était assise avec la lettre à la main, le marque-page à côté d'elle. « Je ne savais pas qu'elle savait coudre, » dit-elle doucement. « Elle ne l'a pas fait, » répondit Poirot. « Pas bien, mais assez bien. » Julia expira. « C'est étrange. La maison semble vide maintenant. »« Pas vide, » corrigea Poirot. « Plein de vérité. C'est un silence différent. » Il se leva. « Tu vas rester ici. Pour l'instant. Il y a des choses à régler, des histoires à comprendre. » Poirot sourit faiblement. « Tu seras un bon gardien de la mémoire. » Alors qu'il se retournait pour partir, elle demanda doucement. « Tu crois qu'elle leur a pardonné ?»« Darnley. Alan. » Poirot s'arrêta à la porte. Madame Cavendish était une femme d'une grande loyauté, mais d'une plus grande lucidité. Je pense qu'elle pardonnait la guerre, mais pas les choix faits après. Ce soir-là, alors que son train le ramenait à travers la campagne anglaise, Poirot s'assit près de la fenêtre et réfléchit. Florence Cavendish est décédée avec des pages sans encre dans son journal. Et pourtant, à travers le fil Morse,
l'encre invisible, les murmures derrière les portraits et les gestes finaux. Elle avait écrit sa vérité avec plus d'audace que la plupart n'auraient jamais osé le faire. Au cours de la dernière heure avant sa mort, elle avait clairement vu la forme du passé et avait choisi de l'exposer, même si elle savait que cela pourrait lui coûter la vie. Poirot sortit son carnet. Il l'ouvrit à une page vierge, et avec son stylo-plume impeccable, il écrivit « Affaire. Le journal sans encre crime. Meurtre, complot, espionnage. Historique et personnel. Victime. Florence Cavendish, tuée pour la vérité. Meurtrier. Le major Francis Darnley. Alan Penrose, chacun avec sa propre peur. Héroïne. Florence Cavendish, Julia Cavendish, des femmes qui n'ont pas fui le passé justice. Rendu. Il replia le livre satisfait. L'encre, murmura-t-il, n'a pas besoin d'être visible pour que la vérité soit lue. Chapitre 11. Le reflet dans le verre. Il règne un calme particulier après la résolution d'une affaire, une sorte de calme émotionnel qui retombe après la tombée du rideau. Mais pour Hercule Poirot, il y avait toujours un acte final, une ultime scène à examiner, non pas dans le salon, mais dans le miroir. Ainsi, plusieurs jours après que l'affaire Florence Cavendish eut été, comme disent les Anglais, fermée, Poirot se retrouva non pas dans un train, ni dans un salon de thé londonien, mais dans son propre appartement de Charterhouse Street. La pluie avait cessé. Le ciel s'était dégagé. Les oiseaux du printemps gazouillaient avec ferveur aux premières lueurs du jour. Il se tenait devant son miroir, ajustant sa cravate. Mais ses yeux n'étaient pas fixés sur son reflet. Ils étaient ailleurs. Cet après-midi-là, il a écrit une lettre, ni pour la police, ni pour le tribunal, mais pour Julia Cavendish. Il a écrit dans sa plus belle gravure sur cuivre. « Mademoiselle, il y a quelque chose que je n'ai pas dit lors de notre dernière conversation, non pas parce que je ne le jugeais pas important, mais parce que je craignais qu'il ne soit pas bien accueilli. Je le dis maintenant, non pas en tant que détective, mais en tant qu'homme qui a vu beaucoup des cruautés du monde et plus d'une fois ses rédemptions. Votre tante n'était pas simplement une victime du passé, elle en était la gardienne, sa gardienne, et en fin de compte son témoin. Quand d'autres choisissaient le silence, elle choisissait la mémoire. Quand d'autres se détournaient, elle affrontait la flamme. Son dernier cadeau n'était ni la lettre, ni le fil, ni le journal. C'était une invitation pour vous à faire mieux, à vivre mieux, mais sans ignorance. Voilà, mademoiselle Cavendish, votre héritage. Pouvez-vous en tirer profit? Hercule Poirot. Il l'a scellé, l'a adressé à la main et l'a déposé dans son plateau de départ, avec une petite fleur blanche pressée dans l'enveloppe. Un camélia, la fleur du souvenir. Le jour même, Julia l'a reçue. Elle l'a lut en silence, seule dans la véranda où Poirot l'avait interrogée pour la première fois. Dehors, le ciel s'éclaircissait. Les orchidées que Florence avait tant aimées avaient recommencé à fleurir. Elle plia la lettre et la plaça dans le journal de sa tante, toujours vide, toujours silencieux, puis se dirigea vers la cheminée, où une petite photographie encadrée d'argent avait récemment été placée. Florence et Gerald Cavendish, dans leur jeunesse. Elle le toucha doucement. Puis je me suis retourné et j'ai commencé à écrire. De retour à Bloomsbury, Poirot dîna seul dans son restaurant préféré. Une portion précise de truite, un verre de vin blanc sec et une seule part de tarte au citron. Le serveur, un jeune homme au regard avide, dit gaiement « Pas de caisse aujourd'hui, monsieur Poirot ?» Poirot sourit. « Ah non, juste la digestion. » Le jeune homme rit et continua son chemin, mais l'expression de Poirot restait à la limite de la réflexion. Il y avait quelque chose de noble et de tragique chez Florence Cavendish. Elle avait vécu dans une maison de silence, tenu un journal sans encre et gravé sa confession finale sur du tissu. Elle n'avait ni crié, ni accusé, ni dénoncé. Elle avait signalé, à la manière silencieuse de ceux qui portent des fardeaux depuis trop longtemps. Et elle avait été entendue. Enfin.
Poirot rentra chez lui et ouvrit sa fenêtre à la brise du soir. Londres resta immobile, indifférente, inconsciente. Mais pour lui, chaque fenêtre éclairée racontait une histoire. Chaque ombre, un secret. Il se versa un petit verre de crème de menthe et le leva. « À Madame Cavendish », dit-il doucement, qui n'a pas capitulé. Il a bu une gorgée et sourit. Chapitre 12. La femme qui n'a jamais oublié. Le printemps est arrivé à Londres. Wetherby Square, autrefois sombre sous la pluie et le silence, était désormais en fleurs, non seulement de fleurs, mais aussi de mouvement. Les jardiniers taillaient les haies, les nounous poussaient les poussettes, les habitants marchaient plus lentement, comme pour se libérer du poids de ce qui s'était passé. Mais au numéro 17, tout n'était pas encore rentré dans l'ordre. Cela n'a jamais pu arriver. Certains silences, une fois rompus, ne se referment jamais tout à fait. Julia Cavendish se tenait dans le salon, fenêtres grandes ouvertes, regardant les rideaux se lever doucement au gré du vent. Sur la table à côté d'elle se trouvait le journal intime, celui de Florence, encore ouvert à la dernière page blanche, légèrement froissé par l'usage. Elle n'avait rien écrit dedans. Pas encore. Mais à côté de cela se trouvait autre chose. Le copiède, la lettre de Lionel Green. L'original était désormais entre les mains des autorités, conformément aux instructions de Poirot, mais les mots résonnaient encore dans ses pensées. C'était Darnley. J'en ai pris la responsabilité. Je n'ai pas trahi Gérald. Mais Florence, elle a toujours su. Julia ferma les yeux, et puis, derrière elle, vint le son de la cloche d'entrée. C'était Peregrine Vale, moins flamboyant que d'habitude. Son manteau déboutonné, son écharpe, manquante, son ton inhabituellement bas. « Je suppose que je ne suis pas entièrement le bienvenu, » dit-il avec un sourire en coin. Julia le laissa entrer. Elle le conduisit dans le salon où tant de choses avaient été dites, et laissées sans réponse. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis Vale dit « Je l'aimais, tu sais. » Julia se retourna. « Ma tante ?» Il hocha la tête. « Pas comme les jeunes hommes prétendent aimer les femmes. Ce n'étaient pas des fleurs et des feux d'artifice. Mais elle m'a vu avant que le monde ne me façonne. Et elle était la seule à ne pas rire quand je lui ai dit que je voulais être plus qu'un nom dans une note de bas de page. » Julia l'observa attentivement. « Alors pourquoi as-tu disparu ? » « On me l'a dit. C'est ton oncle. » Discrètement, sans faire d'histoire. Il ne voulait pas de scandale. Pas pour elle, mais pour lui-même. J'ai été imprudente et je savais des choses qu'il ne voulait pas voir se répéter. Julia n'a rien dit. Il a poursuivi. Quand Florence m'a rappelé il y a quelques semaines, elle était effrayée, non seulement par ce qui s'était passé, mais aussi par ce qui allait se reproduire. « Penrose !» dit Julia. « Et Darnley !» confirma Vale. Elle pensait qu'ils se rapprochèrent de quelque chose, que quelqu'un l'observait. Elle pensait je pouvais la protéger. Mais Florence n'a jamais eu besoin de protection. Elle avait besoin de clarté. Et je l'ai laissé tomber. La voix de Julia s'adoucit. Elle te faisait confiance. Pas assez pour me dire ce qu'elle savait, ni ce qu'elle prévoyait. Il regarda le journal. Elle voulait que j'aie quelque chose. Elle disait que ça finirait par avoir du sens. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit paquet, enveloppé dans du velours. À l'intérieur, un pendentif, argent, de forme ovale, avec une fine couture sur le bord. Il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une photographie. Florence, jeune, radieuse, et pliée derrière l'image, une minuscule bande de pellicule. Julia halta. Poirot avait raison. Florence était partie couche de vérité, juste au cas où. 2 heures plus tard, le pendentif, le film et la copie de la lettre de Green ont été placés dans une enveloppe et livrés par courrier au bureau de l'inspecteur Morton. Julia a joint une note. Ces objets appartenaient à Florence. Ils appartiennent à la vérité. Manipulez-les avec précaution. Julia Cavendish. À Scotland Yard, Morton ouvrit l'enveloppe et soupira.
Un autre secret, une autre pièce du puzzle. C'était étrange, pensa-t-il, comme certains crimes ne meurent jamais. Ils attendent, tout simplement, dorment sous le plancher, se cachent dans des journaux intimes, résonnent dans des mots écrits à l'encre invisible. Il a rangé l'enveloppe dans les archives des preuves, mais a pris note d'envoyer une copie dans un dossier privé marqué « Pour Poirot ». Il soupçonnait que le détective voudrait savoir. Pendant ce temps, Poirot recevait lui aussi un colis, de Julia. À l'intérieur, un nouveau journal. Celui-ci est relié en cuir vert foncé, vide, mais accompagné d'une note. « Monsieur Poirot, j'ai pensé que tu aimerais peut-être commencer ton prochain roman policier avec quelque chose de nouveau. Cette fois, je te suggère d'écrire à l'encre. Avec gratitude et admiration silencieuse, Julia Poirot tenait le livre dans ses mains en souriant. « Oh, mademoiselle, murmura-t-il, mais c'est toi qui a recommencé à zéro. » Il a placé le livre sur son bureau. Et puis, alors que le soleil se levait sur les toits de Londres, Hercule Poirot s'assit avec sa plume et a écrit « La femme qui n'a jamais oublié s'est souvenue de tout ce que les autres ont choisi d'oublier, et en se souvenant, elle a revécu. » Chapitre 13. L'homme qui parlait en cendres. Il n'était pas rare qu'Hercule Poirot reçoive des visiteurs inattendus. Journalistes, policiers, aristocrates mécontents, femmes voilées, hommes en par-dessus. Ils arrivaient chez lui comme attirés par un fil invisible. Mais par la matinée maussade du 22 avril, Poirot ouvrit sa porte à un homme dont le nom était apparu comme un fantôme tout au long de l'affaire Cavendish. Henri Garraud. C'est ainsi que l'homme s'est présenté. « On me dit que vous êtes le seul homme en Angleterre à résoudre le genre d'énigme que les gens ne disent pas à voix haute, » dit Garraud en entrant sans y être invité. Il avait maintenant plus de 70 ans. Grand, la posture rigide, mais diminuée par l'âge. Son visage était tanné, comme buriné par le vent et les conséquences, et son regard, bien que fixe, trahissait le poids des années passées dans la clandestinité. Poirot l'étudia sans lui offrir de thé. « Alors, dit-il doucement, l'homme que l'on croyait mort, non pas une fois, mais 2 fois, vit encore. » Garraud s'assit. « J'ai lu quelque chose sur la femme Cavendish. » Florence. « Madame Cavendish, corrigea Poirot. Elle était courageuse, peut-être plus que vous. » Un silence s'installa entre eux. Puis Garraud dit « J'ai fait ce que j'avais à faire. » Le pays avait plus besoin de silence que de confession. Des hommes comme Darnley n'étaient là pas des patriotes. C'étaient des bourreaux qui peignaient leur propre potence. « Et pourtant, dit doucement Poirot, tu as disparu. Tu as laissé Green porter le chapeau. »« Green demandait, Chia, dit Garraud d'un ton sombre. Il pensait que ça mettrait fin à tout, que sacrifier son nom blanchirait le tableau. Mais ce ne fut pas le cas. Darnley a continué à distribuer, même après le Caire. Poirot avait une voix basse. « Et tu l'as laissé faire. »« On m'a dit de ne pas intervenir, » murmura Garraud. « Ce sont ceux qui sont encore à Whitehall qui m'ont dit. » Poirot détourna le regard. « Tu n'es pas ici pour avouer. »« Non, » admit Garraud. « Je suis venu parce que quelqu'un commence à se poser des questions au-delà de l'affaire Cavendish. Des noms refont surface, des noms anciens. Il relie la mort de Florence à Green, à moi, à tous ceux qui ont disparu durant ces années. »« Et votre peur, dit Poirot, ne concerne pas la justice, mais la dénonciation. » L'expression de Garraud devint froide. « Tu crois que la justice est toujours pure? Tu crois qu'elle apporte la paix ?» Le regard de Poirot ne vacilla pas. « Non, mais je pense que les mensonges engendrent la pourriture, et Madame Cavendish a essayé d'arrêter cette pourriture. » Le vieil homme se leva. « Si jamais tu revois Julia Cavendish, dis-lui ceci. Tous les fantômes du passé de sa famille n'ont pas fait la paix. » Poirot se leva lentement. « Si elle est sage, monsieur, elle ne cherchera pas à faire la paix avec les fantômes, mais avec les vivants. » Garraud atteignit la porte. « Ce n'est pas elle qu'ils vont chercher. » Poirot haussa un sourcil. « Non,
Garot soutint son regard. « Ils viendront pour toi. » La porte s'est fermée. Poirot se tenait dans le silence. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit ce froid d'antan. Celui qui ne vient pas de la peur, mais de la connaissance. La certitude que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais seulement observés. Il se dirigea vers son bureau et sortit le journal de Florence. Toujours vide, toujours puissant. Il passe ses doigts le long de la colonne vertébrale. Cet après-midi-là, Julia Cavendish a reçu une seule enveloppe par la poste. Aucune adresse de retour. À l'intérieur, une photographie, noir et blanc, usée. Un groupe de 4 hommes en tenue militaire. Gerald Cavendish, Lionel Green, Francis Darnley. Et le 4e, sans sourire, le regard perçant, encore jeune. Henri Garot. Gribouillé au dos, d'une main penchée. Il y en a toujours un 5e. Aucune signature. Julia téléphona immédiatement à Poirot. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Garot. « Il est vivant. »« Oui, » répondit calmement Poirot. « Et il ne se cache plus. » Ce qui signifie de 2 choses l'une. Soit il a fini de courir, soit il a commencé un autre genre de jeu. Que faisons-nous ? La voix de Poirot était calme mais certaine. Nous observons. Nous attendons. Et si nécessaire, nous écrivons nos vérités à l'encre, pas à la cendre. Plus tard dans la soirée, Poirot a placé la photographie dans ses archives privées, sous un dossier intitulé « L'héritage de Cavendish Hill », le glissa entre 2 pages de notes. Sur la couverture, il a écrit dans une écriture élégante et en boucle « Inachevé », parce que tous les mystères ne finissent pas. Certains passent simplement à la page suivante. Chapitre 14. L'encre sous le silence. C'était fin avril quand Hercule Poirot reçut le télégramme, remis en main propre, plié soigneusement dans une enveloppe, sans cachet. Il ne contenait que 4 mots. On sait. Arrêtez de creuser. Il n'y avait aucune signature, aucun expéditeur, aucune erreur. Poirot la lut une fois, puis 2 fois. Puis il le plia calmement et le déposa sur le plateau en argent posé sur la table de son couloir, précisément entre l'annuaire téléphonique et la lavande pressée qu'il gardait en souvenir d'une affaire depuis longtemps révolue. Il n'a pas réagi avec inquiétude, mais avec confirmation. C'était, après tout, la seule étape logique suivante. Quand on retire les couches d'une vieille tromperie, qu'on enlève les noms, les visages, les trahisons et les récits soigneusement placés de ceux qui ont bâti leur carrière sur le silence, les constructeurs finissent par le remarquer, et ils préviennent. Mais Poirot, étant Poirot, n'était pas du genre à être averti. Ce soir-là, il monta à bord d'un train, non pas pour quitter Londres, mais pour s'y enfoncer, à destination de Westminster, près des ministères, un bâtiment dont les fenêtres n'étaient jamais éclairées avec éclat et dont le portier ne demandait jamais de nom. Il rencontra l'inspecteur Morton à l'entrée latérale. « Tu es sûr de ça ?» demanda Morton, le col de son manteau relevé pour se protéger du froid. Poirot hocha la tête. « Si nous voulons préserver la vérité, nous devons la conserver là où elle est la plus en sécurité, sous surveillance. » Ensemble, ils montèrent 4 étages pour accéder à des archives dont la plupart ignoraient l'existence. Des portes en acier, des serrures à empreintes digitales, une seule table et une seule lampe. De son manteau, Poirot sortit un paquet. À l'intérieur, les derniers objets récupérés dans la maison de Cavendish. Le microfilm du pendentif. Une 2e bande plus petite, cousue avec du fil, que Julia avait trouvé cachée dans le manche du parapluie de Florence. Une photocopie d'une 2e entrée de journal, effacée mais présente, déchiffrée avec de l'ammoniac et de la chaleur. Morton ouvrit l'enveloppe, il lut la page, sa mâchoire se serra. Poirot dit doucement « Lis à voix haute » et l'inspecteur fit. Il disait toujours à Gérald de détourner le regard, d'oublier Green. Mais Green n'a jamais été la menace. La menace, c'était Darnley, Garot et quelqu'un d'autre, le 5e. Je crois qu'ils ont laissé mourir Gérald. C'était plus propre, plus facile. Ils le savaient.
Il ne l'a simplement jamais dit à voix haute. Mais je le ferai. Il y eut un long silence dans la pièce. Morton a alors demandé « Croyez-vous que cette cinquième personne est en vie ?» La réponse de Poirot fut immédiate. « Oui. » Morton leva les yeux. « Et tu crois qu'ils ont tué Gérald ?» Poirot hocha la tête une fois. « Et Florence. » Ailleurs à Londres, Julia Cavendish a rencontré un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, un homme qui s'est présenté comme « Monsieur Blake ». Son attitude était polie, son ton professionnel. Nous comprenons que vous avez conservé des copies de certains documents, historiques et classés secrets. Julia n'a rien dit. Nous ne sommes pas ici pour vous menacer, mademoiselle Cavendish. Juste pour vous le rappeler, il y a des raisons pour lesquelles certaines vérités sont occultées, des raisons nationales. Elle ne dit toujours rien. Finalement, M. Blake sourit. Nous ne confisquerons pas vos documents. Mais nous vous recommandons de laisser tomber cette affaire. Julia se leva. Pourquoi ? Le sourire de Blake s'estompa. Parce qu'une fois que vous commencez à écrire à l'encre, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Elle a quitté la pièce sans répondre. De retour à Charterhouse Street, Poirot commença à rédiger sa dernière lettre sur l'affaire Cavendish. Pas pour la police, pas pour la presse, mais pour l'histoire. Il a écrit « Le véritable meurtre de Florence Cavendish n'a pas commencé par un empoisonnement. Il a commencé par le silence, par une décision prise il y a des décennies de protéger le mauvais homme, pour les bonnes raisons. Gérald Cavendish le savait. Green n'a jamais été l'ennemi. Garrow a disparu volontairement. Darnley est devenu le bouc émissaire idéal. Et Alan Penrose, lui, n'était que le commis qui est entré dans une fournaise et a choisi d'en vendre les cendres. Mais il y a un cinquième homme, toujours invisible, toujours à l'affût, et lorsqu'il émergera, il n'utilisera pas le poison. Il usera d'influence, il écrira la fin, à moins que quelqu'un d'autre ne le fasse en premier. Il scella la lettre et écrivit au recto, à ouvrir en cas de décès. Cette nuit-là, Poirot rêva de Florence Cavendish. Elle se tenait près de la cheminée, un journal à la main. Les pages se tournaient une à une, mais aucune n'était remplie d'encre. Pourtant, dans le rêve, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu à l'état de veille. Chaque page porte impression, de noms, de dates, de gestes. Non écrits, mais gravés, comme la vérité, trop dangereux pour être dit, mais trop urgent pour être effacé. Et quand il leva les yeux, elle ne dit qu'un seul mot. Continuez. Poirot s'est réveillé avant l'aube. Il s'assit droit, s'habilla et se tint devant son miroir. Cette fois, il n'a pas ajusté sa moustache. Il ajusta les poignets de sa chemise. Il a pris sa plume et il a commencé à écrire un nouveau agenda. Le sien. Chapitre 15. Le cinquième nom. C'était un dimanche londonien enveloppé d'un calme trompeur. Des oiseaux dans les parcs, des enfants en manteau de laine, les cloches de Saint. Dunstan sonnant avec une innocence trompeuse. Mais à une table tranquille de Charterhouse Street, Hercule Poirot était assis, non pas avec son journal et son café habituel, mais avec un dossier ouvert et une vieille photo. La photographie, celui que Julia avait reçu anonymement. Celui montrant Gérald Cavendish, Lionel Green, Major Francis Darnley et Henri Garrow. 4 hommes. Mais le dos de la photographie disait « Il y en a toujours un cinquième ». Poirot le regarda une fois de plus, les yeux plissés. Puis j'ai retourné la photo, la marque la plus légère, une tache partielle dans un coin, comme si elle provenait d'une empreinte digitale. Mais Poirot a vu plus. Une ombre, le bord surexposé d'un homme à moitié hors cadre, une épaule, une demi-médaille, un fragment de revers. Il l'avait raté, mais plus maintenant. À midi, il était au bureau des archives de guerre impériales. Sous couvert de recherche historique indépendante, il a demandé toutes les photographies de groupe des délégations du ministère des Affaires étrangères entre 1938 et 1940, en particulier celles liées au Caire, à Lisbonne ou à Genève. Pendant 3 heures, il a tourné les pages, scruté les visages.
Et là, sur une photo de groupe prise lors d'une retraite diplomatique à Tanger en 1939, il retrouve l'épaule. Cette fois, la figure complète, costume sombre, yeux plus foncés encore. Aucun nom dans la légende. Mais Poirot n'en avait pas besoin. Il avait vu ce visage, beaucoup plus vieux, beaucoup plus fatigué, une seule fois, mais sans équivoque, dans le couloir du ministère lors d'une affaire sans rapport, peut-être un an auparavant. L'homme avait été présenté seulement comme Monsieur Ashcroft, calme, agréable, sans prétention, complètement oubliable, exactement comme un fantôme préfère être. Poirot a laissé les archives avec seulement 2 objets, une copie de la photographie et un nom qui n'en était pas vraiment un. Il a fait un arrêt à la résidence de l'inspecteur Morton. Morton, bien que pas surpris de le voir, haussa un sourcil devant le ton grave de Poirot. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas » dit-il. Poirot hocha la tête. « Je crois avoir trouvé le 5e. » Morton ferma la porte. « Non ? Peut-être Ashcroft, peut-être pas. Il est bien ancré, discret, puissant et enfoui sous une protection renforcée. Mais la photo confirme mes soupçons. Il était présent à la conférence du Caire. Il faisait partie du dossier que Florence Cavendish a failli dévoiler. « Et tu penses qu'il l'a tuée » ? « Non, » dit Poirot. « Je pense qu'il essaie qu'elle soit tuée. » Les sourcils de Morton se froncèrent. Poirot poursuivit. « Darnley a administré le poison. Penrose a caché la lettre. Garrow s'est enfui. Mais le 5e, il a fait ce que fait toujours le vrai danger. Il a observé. Il a attendu. Il a laissé les autres brûler. » Morton se pencha en avant. « On peut le toucher ?» Poirot secoua la tête. « Pas encore. Peut-être jamais. Mais on peut lui donner un nom. » Il posa la photo sur la table et la montra du doigt. Là, le fantôme dans le coin. L'homme juste en dehors du cadre officiel. C'est ainsi que le pouvoir se cache, non pas derrière des rideaux, mais derrière les crimes des autres. Pendant ce temps, Julia Cavendish avait commencé à organiser les papiers de Florence dans des archives privées dans un cabinet d'avocats en qui elle avait confiance, un cabinet loin de la portée de Penrose. Là, elle a trouvé autre chose, une clé, petit, laiton, attaché avec un fil, étiqueté uniquement GC. Elle savait ce que c'était et à qui il appartenait. Elle téléphona immédiatement à Poirot. Le lendemain matin, ils se sont rencontrés dans un coffre-fort de banque privée à Chelsea, que Gerald Cavendish entretenait depuis 1937. Le commis, poli et discret, les a conduits à la salle de dépôt du coffre-fort et a déverrouillé le coffre marqué des initiales. À l'intérieur, documents, notes manuscrites, reçus, passeport, carte et une seule lettre scellée. L'écriture de Florence sur l'enveloppe pour Julia, en cas de succès. Julia l'ouvrit avec des mains tremblantes. La lettre disait « Ma très chère Julia, si vous lisez ceci, c'est que j'ai fait ce que je redoutais depuis longtemps, ouvrir la porte à la vérité. Si cela m'a détruit ou sauvé, je ne saurais le dire. Mais je ne pouvais plus supporter cela. Gérald n'était pas parfait, mais il était bon. Et il est mort, en protégeant le mensonge que je dévoile aujourd'hui. Les hommes que vous devez craindre ne sont pas ceux qui agissent, mais ceux qui orchestrent. Si vous trouvez le 5e, dites son nom. C'est tout ce que je vous demande. Ne vous cachez pas derrière l'histoire. Écrivez la vôtre. Avec amour. » Tante Florence Julia plia la lettre avec les larmes aux yeux. Poirot pose une main sur son épaule. « Voyez-vous, mademoiselle, » dit-il doucement, « votre tante n'a peut-être pas écrit à l'encre sur la page, mais entre vos mains, ces mots perdurent. » Ce soir-là, Poirot retourna à son appartement. Il versa une seule mesure de crème de cassis, alluma une lampe et sortit son journal. Sur une page blanche, il a écrit « Nom, Ashcroft, pseudonyme, rôle, le 5e homme, méthode, délégation, manipulation, préservation du silence, niveau de danger, suprême. » Puis, au bas de la page, il a écrit « Cette histoire n'est pas terminée. Le journal a maintenant de l'encre,
mais la dernière page n'est pas encore tournée. Chapitre 16. La dernière page. Le soleil printanier réchauffait à nouveau Wetherby Square, mais au numéro 17, les ombres de l'histoire persistaient. Bien que le meurtre ait été élucidé, les coupables démasqués et la vérité partiellement dite, l'air conservait une trace d'inachevé, le parfum de secrets non encore enfouis, non encore absous. Julia Cavendish se tenait seule dans le bureau de Florence. Le journal était toujours posé sur le bureau. Ses pages étaient presque vierges, à l'exception des messages discrets et invisibles qu'Hercule Poirot avait réussi à faire passer à la lumière. Mais maintenant, dans un geste que Florence avait peut-être désiré sans jamais oser, Julia prit sa plume, pas celle de sa tante, mais la sienne. Avec de l'encre fraîche, elle a écrit « Il faut savoir que Florence Cavendish n'est pas morte en silence. Elle a été assassinée parce qu'elle refusait de rester la dernière gardienne vivante d'un secret qui n'appartenait à personne et qui faisait du mal à tout le monde. Son silence n'était pas de la lâcheté, c'était de l'endurance. Et lorsqu'elle décida de parler, il était trop tard. Mais il n'est pas trop tard pour moi. Elle a fermé le journal. La dernière page, écrite. À la même heure, Hercule Poirot était assis avec l'inspecteur Morton dans un petit café près de Victoria Embankment. La Tamise scintillait à travers la fenêtre. La table entre eux était simple. Pas de dossier, pas de photos, pas de preuves. Juste du café. Morton remua sa tasse, visiblement mal à l'aise. « Tu le laisses là ?» demanda-t-il. Poirot hocha la tête. « Pour l'instant. » Et Ashcroft ? La moustache de Poirot tressaillit. Un homme comme lui ne vit pas dans l'ombre, mais dans le reflet. Il s'assure que d'autres en portent la responsabilité. Mais je l'ai désigné. Pour toi. Pour Julia. Pour l'histoire. C'est le premier pas. Morton se pencha en arrière. « Tu ne vas pas le poursuivre ?» Poirot le fixa d'un regard calme. « Monsieur, j'ai appris qu'il existe deux sortes de justice. Celle qui ferme les portes et celle qui ouvre les yeux. Je n'arrête pas les ombres, mais je les expose. » Morton le regarda pensif. « Et s'il s'en prend à toi ?» Poirot sourit doucement. « Alors, je ne serai pas difficile à trouver. » Ce soir-là, Poirot rentra chez lui et ouvrit son propre journal. Il avait toujours été précis dans ses notes, mais ce qui était écrit ce soir-là n'était pas un dossier. C'était une réflexion. Il existe des crimes résolus grâce aux empreintes digitales et aux empreintes de pas. Il y en a d'autres qui sont résolus par des motifs et des contradictions. Et puis il y a des crimes qui ne peuvent pas être résolus, mais seulement découverts. Florence Cavendish a laissé un journal vierge parce que la vérité était trop dangereuse pour être écrite. Mais en son absence, les pages ont été remplies, par la peur, par le courage, par le sang, et enfin, par le choix. Le journal sans encre n'est plus vide. Il a parlé. Il ferma le livre et éteignit la lampe. Dans le silence de son appartement, il se tenait à la fenêtre, regardant la ville illuminée. En bas, les gens se déplaçaient dans la soirée, ignorant que l'appartement calme au-dessus d'eux contenait le seul récit complet d'une conspiration qui avait touché la guerre, le gouvernement et l'âme d'une seule femme. Une femme qui, contre toute attente, a essayé de dire la vérité et qui avait au final réussi.